Bonjour à tous et bienvenue dans le premier long format de Pitch Podcast. Aujourd'hui au programme, nous allons aborder le thème des élections américaines et d'Halloween. Nous aurons des chroniques sur le cinéma et les élections américaines. Dans le club aujourd'hui, j'ai avec moi Inès. Bonjour à tous. Chloé. Salut. Et Clara. Coucou. Ainsi que Marie qui fera une chronique. Pour vous amener dans notre univers du jour, nous avons trouvé un spot de campagne de Trump pour les présidentielles américaines où Donald Trump compare le candidat Biden à un zombie. Here's how you can spot a zombie. Look for someone who has a corpse-like appearance, exhibits aggressive behavior, craves human flesh, and utters incoherent moans and groans. I don't know. With your help, we can prevent the zombie uprising. I'm Donald Trump, and I approve this message. Le 45e président des États-Unis a fait diffuser ce clip quelques jours avant Halloween. Ce clip de campagne rentre dans l'aspect politique spectacle qu'on observe aux États-Unis depuis quelques années. Je vais justement laisser la parole à Inès qui va nous parler des élections américaines et de cet aspect de la politique spectacle. I voted. Vote. Ces mots n'ont pas dû vous échapper. Ils étaient présents absolument partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, faisant d'eux le slogan de ces élections présidentielles américaines qui nous tiennent tant d'haleine. Le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis. Les politiques, les stars, l'Europe, que sais-je encore, tout le monde, absolument tout le monde. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump deviendra le 46e président des États-Unis? Le suspense est à son comble, on se croirait dans l'attente de finale de Game of Thrones. Il n'est pas question ici de dire si on est pro-Biden ou pro-Trump, contre Trump ou contre Biden. Il s'agit simplement de s'attarder sur l'aspect médiatique de ces élections. En effet, comment expliquer cet engouement médiatique? Pourquoi parle-t-on d'une saga présidentielle aux États-Unis? Déjà, il y a un engouement parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Ce sont des partenaires absolument essentiels, notamment pour le commerce, en tout cas pour nous, Européens. Et puis, ils sont à la tête d'organisations telles l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Également, quand on parle des États-Unis, on pense immédiatement au soft power, symbolisé par Hollywood. Par conséquent, le choix du président est déterminant quant à la pérennité de certains accords ou de certaines alliances, par exemple. Il n'y a qu'à citer le fameux accord de Paris, qui sera normalement remis à l'ordre du jour si Joe Biden est élu, alors qu'il avait été refusé par Donald Trump. Mais surtout, cette élection américaine fascine puisqu'elle se déroule tel un véritable feuilleton. En effet, nous avons des personnages, en l'occurrence les candidats, nous avons un objectif, la lutte pour le pouvoir, et des rebondissements ne sont jamais bien loin. Chaque candidat se dit proche de son électorat et partage un peu son expérience personnelle, son avenir pour le pays, ce qu'il compte faire, comment il voit l'avenir de son pays. Il faut donc savoir que cette publicisation, en quelque sorte, eh bien, elle trouve son origine dans les années 50-60 sous la présidence de JFK. Donc, Kennedy est issu d'une bonne famille. Par conséquent, il ne savait pas ce que c'était que la privation, en tout cas la réalité d'un Américain moyen. Il se trouve que son père, en fait, a investi énormément dans les médias, notamment le cinéma. En quelque sorte, John Fitzgerald Kennedy a été baigné et a commencé à se rapprocher du monde médiatique. Par exemple, on peut citer la photo le représentant lui et son fils. Son fils est dans ses bras, alors qu'il se trouve dans le bureau ovale. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Déjà que c'est un père de famille, que c'est un citoyen totalement normal, et surtout, il abat cette idée de monstre sacré, puisqu'en effet, on aurait tendance à penser qu'un président est une personnalité absolument fantastique, alors que finalement, ce n'est juste qu'un citoyen élu par le peuple. En tout cas, ça marque déjà un premier point de rupture, puisque les anciens présidents ne parlaient pas vraiment de leur vie privée. Au contraire, ils la conservaient. On saura très tardivement que Eisenhower ou Franklin Delano Roosevelt ont eu des maîtresses,
notamment. Puis vient les années 80. Il y a les années 80, vous savez, c'est le décloisonnement des marchés, donc le début de ce qu'on appelle le phénomène de mondialisation. Et c'est aussi le début, en fait, d'un certain changement médiatique. Marshall McLuhan le disait très bien. Il parlait de village global et surtout, il a prononcé cette célèbre phrase « The medium is the message ». Enfin vient 2008, où, il faut le dire, Barack Obama a révolutionné ce monde médiatique en saisissant le potentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On parle d'un véritable phénomène de empowerment. Vous savez bien qu'aujourd'hui, une simple vidéo prise avec un smartphone par un journaliste amateur, si je puis dire, peut s'avérer être le travail d'un reporter du monde. Mais revenons aux campagnes. Déjà, il faut savoir qu'elles se préparent des mois à l'avance. On répète, on s'entoure de professionnels de communication, juridiques, et que sais-je encore. Le but, c'est de constituer une véritable machine médiatique, un véritable show. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner une dimension spectaculaire pour rassembler, persuader son électorat. Alors, quoi de mieux que de se démarquer ? Eh bien, avant toute chose, il y a aussi un calendrier, des étapes, donc une certaine cadence à tenir. Ça fait tout bonnement penser à un script, voire un scénario d'un film. Juste pour vous donner une petite idée, actuellement, pour cette élection américaine, environ 14 milliards de dollars ont été dépensés. Ce qui veut dire qu'on ne compte absolument pas. Tout est bon pour persuader. Les conventions sont devenues de véritables spectacles. On se souvient, Barack Obama avait invité les Black Eyed Peas à se produire en concert. Beyoncé avait fait un show fantastique pour Hillary Clinton. Et le débat aussi est très important. Le débat devient le moment clé de l'élection présidentielle. On présente un peu plus en profondeur son programme, on détaille, on débat. Et c'est surtout le moment où on s'adresse directement à son électorat. C'est là que les affinités se renforcent ou peut-être s'éloignent. C'est absolument déterminant. Et tout est absolument filmé, scruté, analysé, aussi bien par les médias locaux que par le monde entier. Le moindre faux pas ne passe pas. Cela étant dit, avec Donald Trump, bon, est-ce vraiment le cas pour une partie ? Mais ne nous attardons pas. Parmi ces acteurs des élections, on peut dire qu'il y a, en tout cas c'est surtout pour ça qu'on parle aussi d'une médiatisation, et bien ce sont les célébrités. Il faut savoir qu'il y a un véritable business de l'image, c'est-à-dire que le candidat, mais la star également, ont des avantages. Pour le candidat, s'entourer de personnalités, eh bien ça permet d'augmenter son charisme. Le charisme qui, pour Max Weber, était l'un des principaux facteurs essentiels pour un leader. Également, s'entourer de personnalités, ça donne un aspect assez cool, assez décontracté. Et puis, il faut savoir, pour le candidat, les célébrités sont aussi source de dons, des dons qui sont extrêmement bénéfiques pour pouvoir mener sa campagne. Qu'en est-il de la célébrité ? Eh bien, pour la célébrité, c'est simple, c'est accroître sa notoriété, c'est défendre une cause qui lui tient à cœur. Peut-être que justement, un des principaux combats est absolument exprimé donc dans le programme d'un candidat. Et puis, c'est aussi pour donner l'image donc d'une personnalité qui est très engagée. On l'a vu, la majorité des célébrités soutiennent le Parti démocrate. Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Brad Pitt, Eminem et que sais-je encore. Il faut savoir que ces célébrités, pour en revenir à ces fameux dons, sont capables de donner des dons allant de 100 millions à 150 millions de dollars. En tout cas, ce sont les chiffres actuels. Comment se manifeste-t-elle ? Eh bien, par des posts Instagram. Je pense que tout notre feed Instagram a été inondé par des photos sur les élections. Ça peut être aussi par les vêtements. On a vu
le masque écrit « Vote » en pleine épidémie de coronavirus, des spots publicitaires. Par exemple, un des exemples qui sont très très marquants, c'est Lady Gaga, qui a carrément fait une vidéo avec ses looks les plus emblématiques, si je puis dire, où elle explique clairement ce pourquoi elle vote, pourquoi voter est un devoir, un droit inaliénable, et surtout, elle exprime son avis et ses craintes, ses joies quant à l'avenir des États-Unis. Eminem a fait une vidéo pro-Biden où il a réemployé en fait certaines images de campagne qu'il a tout simplement additionné avec un de ses titres les plus célèbres, Lose Yourself. Nous avons aussi Taylor Swift qui a ni plus ni moins que cuisiné des gâteaux à l'effigie de Joe Biden. Pourquoi vraiment s'afficher sur les réseaux sociaux? Eh bien déjà parce que les réseaux sociaux permettent de toucher une plus grande partie de la population, et puis c'est aussi pour encourager les jeunes à voter. Les jeunes qui sont souvent décrits comme les voix du futur et qui en fait ont de moins en moins confiance dans les institutions américaines. Déjà, il faut savoir que le système américain est assez atypique, c'est-à-dire que vous avez l'histoire des grands électeurs, et s'enregistrer dans un bureau de vote n'est pas une chose si facile que ça. Mais surtout, c'est pour leur dire que chaque voix compte. Vous voyez qu'encore nous sommes en train d'attendre les décomptes, et que dans certains États, le score est extrêmement serré. C'est-à-dire que tout peut jouer. Que l'on soit afro-américain, latino, américain moyen, agriculteur, star ou cadre, chacun a une voix. En tout cas, ce qui est très marquant, c'est que aux États-Unis, on affiche son opinion très clairement, très publiquement. Et si on ne l'affiche pas, eh bien on est critiqué. L'exemple le plus récent est celui de Chris Pratt, acteur dans Jurassic World, qui ne s'est pas exprimé sur l'élection américaine, qui a préféré en faire une blague en incitant les jeunes à voter pour les People's Choice Awards, où il est nominé dans un de ces... Ma question est, est-ce que le vote secret est mort? À voir. J'aurais tendance à dire, parce qu'en Europe, on ne le montre pas tant que ça, que oui, mais à voir dans le débat qui va suivre, et parce que je ne suis pas spécialiste, pourquoi justement en Europe ce n'est pas le cas? Pourquoi justement il y a cette idée de plus d'intimité? Pourquoi on ne l'affiche pas publiquement? Pourquoi reste-t-on assez pudique quant au vote? Est-ce que l'abstention est réduite, puisqu'on dit qu'actuellement le taux de participation est absolument record? Est-ce que inciter à ce point à voter réduit l'abstention? Ce serait aussi une source de débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Amérique, le politique devient un people, le people devient politique. Et on peut le dire, l'Amérique n'a pas fini de nous intriguer. La saga présidentielle va bientôt s'achever, du moins. On verra si Donald Trump, en cas de défaite, quittera si facilement la Maison-Blanche. Mais ce qui est certain, c'est que le soft power américain est absolument partout. Les États-Unis n'ont pas fini de nous intriguer et de nous tenir en haleine. Et oui, j'en ai marre d'attendre les fameux résultats de Pennsylvanie, de Géorgie et du Nevada. Bougez-vous, les gars. Ok, c'est super intéressant en tout cas ce que tu nous dis là, Inès. Mais moi, pour rebondir du coup sur ta question, j'ai l'impression que en fait cette notion de cacher son vote ou de l'exprimer, et puis cette notion aussi de politique très spectacle, ça va un peu de pair avec tout le système de vote américain, qui est complètement différent du système français, justement avec ses grands électeurs et tout ça, où là pour le coup vraiment dans leur système, dans une certaine, même si pour nous ça semble moins démocratique parce qu'on a un héritage historique assez fort avec de notre République française, finalement dans leur modèle il y a quand même une forme de démocratie, puisque vraiment chaque vote compte,
dans le sens où si dans un État, il y a plus de votes pour l'un que pour l'autre, eh ben, la personne gagnante remporte tous les grands électeurs. Enfin, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Et donc, dans ce sens-là, ils ont encore plus besoin de persuader et plutôt de convaincre, enfin, dans les deux mots d'ailleurs vont, de persuader et de convaincre un électorat, parce que ça va vraiment jouer là où en France, on a le côté très partisan, et très, finalement, tu sais, héritage d'une personne, par exemple, qui vient d'une famille qui vote à gauche et qui a tout le temps voté à gauche et qui votera tout le temps à gauche. Alors qu'aux États-Unis, ça m'a l'air beaucoup plus courant que des gens votent à gauche, puis à droite, vote démocrate, puis républicain, puis démocrate encore, en fonction de leurs appétences. C'est surtout parce qu'ils sont très bipartisans, en fait. Là, tu vois, c'est vraiment très facile. C'est-à-dire que, voilà, le choix, il est très, très simple. C'est soit tu es démocrate, soit tu es républicain. Et en fait, j'écoutais justement des analyses, des reportages. Ils disaient la campagne électorale, on la vit comme un match de foot, c'est-à-dire chacun soutient son équipe et c'est jusqu'au bout. Certains disent même, très caricaturalement, hein, et en exagérant, c'est jusqu'à la mort. Dans certains États, tu nais républicain ou démocrate et tu le restes en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de switch possible en fait. C'est vraiment très enraciné alors que justement en France, j'ai l'impression que c'est plus libre, entre guillemets. J'ai l'impression que le fait que ça soit pas un système de partis, et qu'on ait toutes les couleurs électorales possibles en France, par exemple, même si ta famille a un héritage de gauche, tu vas pouvoir avoir différentes appartenances politiques dans la gauche. Où, vraiment, c'est très divers et le débat est beaucoup, beaucoup plus ouvert que tout démocrate ou tout républicain. Donc, ça n'aide pas non plus. Et la question, ça serait de se demander, donc dans un système à deux parties, comme ça, et j'ai pas la réponse, mais en Angleterre, est-ce qu'on se garde de dire notre vote, alors que c'est aussi un système à deux parties? Est-ce que c'est vraiment tant que ça européen, ou c'est juste français de cacher son vote? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. J'en ai aucune idée. Mais en France, c'est quelque chose d'ultra tabou à côté. Enfin, j'ai l'impression que rien que faire des présuppositions sur l'appartenance politique d'une personne, c'est déjà borderline impoli, tu vois. Alors dire de quelqu'un, c'est comme le salaire, ça se dit pas, alors que finalement, ce serait beaucoup plus logique de le dévoiler en fait et d'en discuter. Mais je sais pas pourquoi en France on est beaucoup beaucoup moins à l'aise avec ça que là-bas. Et puis comme tu disais Inès, nos artistes, tout ça, hésitent souvent à se rallier à tel ou tel bord politique ou à faire des meetings avec tel ou tel représentant politique. Alors que là-bas, rien qu'il y a quelques jours, il y avait Lil Pump qui partait dans un meeting politique avec Donald Trump. Je pense surtout que c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'en France et aux États-Unis, on n'a pas du tout la même manière de penser, la même mentalité. Comme tu l'as dit, au niveau de l'argent ou au salaire, on le dit pas. Mais même au niveau du vote, tu vois, je pense que là-dessus, c'est vraiment une question de mentalité. C'est-à-dire que les gens ont peur, si tu veux, de donner leur avis politique, ce qu'ils pensent réellement. Peur pour je ne sais pas quelle raison, mais je pense que tu vois, c'est une mentalité de se dire j'affiche complètement mes opinions politiques, je dis ce que je pense, tout ça. Alors que pourtant, on pourrait se dire on est en pleine liberté d'expression, donc tout le monde, tu vois, pourrait en soi afficher ses opinions politiques, même son vote au final, alors que ça reste très tabou. Il y a plein de petits sujets comme ça qui sont tabous. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une part de mentalité dedans. Ce que je voulais dire, c'est que justement, en fait, il y a longtemps, moi je me souviens, j'étais pas née, mais quand on parlait de Coluche, notamment, c'était une personnalité qui se cachait pas vraiment, en fait, qui disait assez haut et fort ses attachements politiques, alors que maintenant, en fait, j'ai l'impression en France, c'est plus intime. C'est-à-dire, si on se souvient des meetings de Macron, on a vu qu'il y avait certaines personnalités, mais elles l'ont pas dit publiquement. Elles le disent, mais elles le gardent pour elles. C'est-à-dire qu'on sent qu'elles sont comme... On se doute bien vite fait pour qui ils vont voter. Mais il n'y a pas cette chose aux États-Unis de le clamer haut et fort et de le promouvoir donc publiquement. Et c'est ça qui est très intéressant en fait.
Mais je pense que c'est en lien avec autre chose qui justement diffère entre la mentalité française et la mentalité américaine, c'est que en France, on a l'impression que la classe politique va très rapidement décrédibiliser un artiste qui émettrait des positions politiques. Enfin, rien qu'à voir, je sais pas, par exemple, moi je soutiens pas Jean-Marie Bigard, je suis totalement contre tout ce qu'il dit, mais quand il a voulu faire de la politique, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et c'est pareil quand on voit des artistes ou des personnes du petit écran qui s'expriment sur des questions politiques dans des émissions, c'est jamais bien pris au sérieux par les gens. Ou quand par exemple Renaud va faire un texte politisé, on va d'abord mettre en avant le fait qu'il a vieilli et que finalement il essaye un peu de redonner du souffle à sa carrière plutôt qu'au vrai message politique derrière. Et finalement j'ai l'impression que la classe politique française a du mal à voir en le monde artistique un moyen de gagner des voix et de gagner des votants et de gagner de l'influence. C'est plus genre ces artistes qui restent à faire leur art et puis on leur demande pas d'être politique. Là où aux États-Unis c'est vraiment considéré comme une sphère exploitable du monde politique, une sphère exploitable mais totalement. Quand tu vois par exemple des Lady Gaga ou je sais pas des Kanye West aussi, oui bien sûr, mais des Miley Cyrus ou je sais pas n'importe qui commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui met vote, on a l'impression que c'est presque eux qui font plus la politique que les personnalités politiques. Par exemple, Biden, finalement, on n'a pas entendu beaucoup de choses de son programme, et si on connaît ses positions politiques, c'est surtout parce qu'on a entendu beaucoup d'artistes le soutenir, tout en sachant quelles étaient leurs positions politiques à eux. Donc on fait une sorte de déduction. Je suis d'accord sur ce que tu dis, dans le fait que les artistes, ils incitent vraiment à voter. Après, moi j'avais l'impression ils incitent plus d'abord à aller aux urnes que à voter pour une personne. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment ça. Déjà, j'avais eu l'impression il y a 4 ans, et cette année encore plus, en scrollant sur Instagram, le nombre d'acteurs ou de chanteurs qui disaient d'aller voter, mais juste voter, quoi. Le mot, c'était vote. Et même, j'ai remarqué que, par exemple, si tu regardes des séries qui vont sortir au moment des élections présidentielles, ou des clips vidéo et des choses comme ça, il y a un petit... ils ont soit le pins là pour dire I voted, ou un petit rappel est-ce que tu as été voté, ou des choses comme ça, et très implicitement qui reste dans la fiction, soit de la série ou du clip vidéo. Et en fait, je trouve que cette idée d'inciter les gens à aller voter, rappeler ce droit de vote par l'art, c'est aussi une bonne idée finalement, et que nous, j'ai pas l'impression qu'on le voit tant que ça en France. Non, clairement ouais, pas. je suis assez d'accord, j'ai l'impression qu'en France on continue à entretenir comme ça un clivage entre le sérieux entre guillemets et l'artistique qui est beaucoup moins présent aux États-Unis. C'est un peu dommage effectivement. Et est-ce que finalement, à part les politiques, on nous dit d'aller voter en France? Bah non, pas trop, je trouve en vrai. À part les politiques. Je trouve pas trop non plus, en fait. C'est là ma question, et que j'ai un petit peu entrouverte, c'est est-ce que finalement, en incitant si fortement à aller voter, est-ce qu'il y a vraiment une abstention aussi conséquente aux États-Unis qu'en Europe? Alors c'est une question à débattre justement, mais quand je vois maintenant que c'est soi-disant un taux record de participation, un taux record de vote, on peut se dire quand même il y a une sacrée influence. Et comme je rebondis sur ce que tu dis, Chloé, les artistes, en fait, tout le monde, la moindre personne, en fait, est prise absolument au sérieux. Chaque voix compte, alors qu'en France, justement, on a tendance à, en effet, catégoriser un peu, à séparer le sérieux et le non-sérieux. C'est dommage. Ouais, mais là, je pense que aussi, par rapport à ces élections-là, c'est aussi, je pense, l'importance du vote qui a fait qu'il y a eu très peu d'abstention ou peu d'abstention. Les gens voulaient voter parce que justement, soit ils pensaient justement que Trump devait être réélu, ou soit justement ils disaient non, c'est pas possible Trump et on veut changer. Et aussi, oui, pour revenir sur ce que vous disiez sur que les artistes, plutôt aux États-Unis, tout ça, ont une grosse importance et dedans ils participent en politique. C'est vrai qu'en France, on avait vu par exemple Francis Lalanne
qui faisait partie du parti Gilets jaunes. Et c'est vrai que sur les débats, on avait un peu l'impression que les gens ne le prenaient pas trop au sérieux, quoi. C'est un peu pour dire que, en fait, en vrai, à part les politiques, certains considèrent que personne d'autre ne peut faire politique, quoi. Moi, juste pour revenir sur le premier truc que t'as dit, Mathieu, et je suis en train d'oublier mon idée, ce qui est assez catastrophique. C'était quoi déjà le premier truc que t'as dit ? France Canal. Non, avant cela. Non, je disais que oui, c'était par rapport... c'était surtout l'importance, c'était l'enjeu, je veux dire, de ces élections qui avait fait que il y avait peu d'abstention. Ça y est. Après, je pense qu'il y a d'autres raisons, bien sûr, mais je pense que ça peut être une des raisons. Mais cette raison-là, je trouve qu'elle est bonne, mais en même temps, elle est pas totalement peut-être correcte, ou alors elle est à nuancer, parce que, comme on en discutait déjà l'autre jour, les États-Unis, en ce moment, comme tu le dis, ils sont un peu dans une période d'angoisse politique. J'irai pas jusqu'à dire crise politique parce que je suis pas assez experte pour parler avec des termes aussi radicaux, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans une période d'angoisse politique où tout le monde vote, où les gens vont voter plus contre Trump que pro-Biden. Et pour moi, oui, c'est un enjeu, mais il faut pas oublier qu'en France, on était dans les mêmes enjeux il y a quelques années, avec des gens qui votaient plus pro-Macron que contre Marine Le Pen, et pour autant, il n'y a pas eu une mobilisation comme ça. Hein. Pour autant, justement, au contraire, les gens avaient tendance à abandonner le vote parce que, justement, la période était trop instable et qu'ils ne trouvaient plus leur compte. Donc on peut voir que dans deux situations toutes aussi instables, finalement... les gens n'arrivent pas... les mentalités font qu'en France, on ne réagit pas du tout de la même manière qu'aux États-Unis. Je voulais juste rebondir vraiment vite fait là-dessus. Mais c'est parce que je pense que si on reste sur cette comparaison France-États-Unis, en France, on a vraiment une grosse importance sur le mouvement contestataire. Donc les manifestations vont énormément compter en France. Aux États-Unis, il faut des mois avant de pouvoir avoir la possibilité de protester. Donc je crois que les Français donnent beaucoup d'importance aussi au non-vote et à la participation contestataire. Ah oui, je voulais dire aussi qu'il me semble qu'il y a déjà aux États-Unis qu'il y a eu un écart entre l'abstention qu'il y avait eu il y a 4 ans et l'abstention qu'il y a eu aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il y a eu moins d'abstention, et ça montre peut-être qu'au final, en fait, l'enjeu a peut-être changé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 4 ans, il y avait peut-être un peu moins d'enjeux, ils étaient dans une crise politique forte aussi, mais que là, ce qu'a fait Trump a fait que peut-être ils sont dans une crise plus importante et que ça a amené, tu vois, peut-être plus d'envie. Mais après, ça veut pas dire qu'en France, forcément, il y aura moins d'abstention, tu vois. Mais ça peut peut-être aussi, ça peut être corrélé comme ça peut ne pas être corrélé. Je pense que, après, voilà, c'est pas forcément un lien direct, parce que c'est vrai, ce que tu as dit, t'as raison, on peut pas non plus dire ça à 100%. Mais je pense que quand même, ça, c'est une importance. Un enjeu politique fait que quand même, certaines personnes vont quand même se dire, tiens, je vais aller voter, comme tu as dit, contre Trump plus que pour Biden, ou pas, ou l'inverse, tu vois. C'est vraiment... Voilà. Surtout qu'en fait, ces élections, elles sont tout à fait intéressantes dans le sens où, on va pas se mentir, c'est la personnalité de Trump aussi qui divise et qui justement est assez atypique. Là, on va pas se mentir, le fait qu'il s'exprime encore sur Twitter, qu'il demande d'arrêter le comptage, c'est pas nouveau maintenant venant lui, on sait ce qu'il a fait pendant 4 ans, mais ça montre aussi que sa personnalité, ça fait un peu de l'audimat. C'est aussi Trump qui génère un peu cette attention. On se dit, est-ce qu'il va être vraiment réélu ? Est-ce que, justement, c'est la fin pour lui ? Et si oui, on verra, on attend ces fameux résultats. Qu'est-ce que ça va donner ? Oui, qui sont longs, hein. Ouais, mais c'est sans oublier que si, en France, on a l'impression que quand même, il y a une majorité... en tout cas une majorité des Français qui justement trouvent la personnalité de Trump absolument excentrique, c'est pas du tout la même chose aux États-Unis. Oui, quand tu regardes la carte des élections sur The Guardian, celle qu'on suit activement pour savoir qui va gagner, celle sur laquelle on est connecté non-stop depuis 3 jours, 2 jours d'ailleurs. Et quand tu prends conscience de ça, finalement, quand tu prends conscience du fait que les Américains ne trouvent
pas Trump si ridicule que ça, ou en tout cas excuse son ridicule par certaines motivations politiques, ce qu'on est incapable de faire en France, enfin pour la plupart, tout de suite, cette vérité dont tu viens de parler, Inès, elle prend un autre sens. Effectivement, tu vois la carte, donc la fameuse carte de The Guardian, l'Amérique, elle est profondément divisée. On a vraiment le parti bleu, enfin la vague bleue et la vague rouge. Donc justement, ça montre une indécision et que ça va être très compliqué pour le président qui sera élu de gérer justement ce contexte-là. C'est les villes et les campagnes, quoi. Ouais, la France des villes, non. Les États-Unis des villes et les États-Unis c'est ça, c'est clairement, il y a les États-Unis des villes qui votent plus pour Biden et les États-Unis, plutôt de la campagne, qui votent clairement plus pour Trump. Et il y a vraiment, on voit en plus bien sur la carte, parce que c'est vraiment au centre des États-Unis où il y a vraiment tout le truc pro-Trump. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est plus sur l'Est et l'Ouest, là c'est un peu plus pour Biden, même si ça reste un peu mitigé. Parce qu'on voit quand même aussi sur le Michigan et sur le Wisconsin, il y a juste les villes qui sont pro-Biden, et pourtant toute la campagne, tout ce qu'il y a autour, là, c'est pro-Trump. Donc c'est vrai que c'est un peu... Je dirais pas que c'est étrange, mais c'est vrai que c'est assez cocasse quand même, d'une certaine manière. C'est un peu logique aussi, en fait. Si on y réfléchit bien, il y a une certaine manière où c'est logique. C'est vrai que on peut voir aussi, on peut faire même un peu cette comparaison en Europe, où c'est à peu près pareil. Il y a ce côté-là aussi. C'est vrai que Mathieu, c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, quand on regarde, comme tu dis, dans les États, généralement, au sein d'un État dans la campagne, c'est rouge, et dans les villes, c'est bleu. Et c'est aussi ça qui a beaucoup changé la donne. Puisque dans certains États, dans lesquels, en regardant seulement les votes des campagnes, on était sur un Trump. Dès qu'on rajoute la population démographique de la ville, qui est beaucoup, beaucoup plus élevée, avec la densité démographique des villes, on se retrouvait dans des États avec seulement une ou deux grandes villes qui font complètement basculer le vote de dizaines de petits comtés, de petites villes qui ont voté Trump. Parce qu'ils sont plus nombreux que dans les campagnes. Et donc du coup, ça rebascule. Justement, c'est que est-ce que ça vous étonne vraiment, honnêtement, que, par exemple, la Californie soit profondément démocrate ? Pas tant que ça. C'est-à-dire que, déjà, sur un point de vue économique, en Californie, c'est extrêmement riche. Il y a surtout les GAFA. Et Trump n'aime pas les GAFA. Il ne les aime pas. Il a justement prévu, en fait, des impôts, des taxes sur les GAFA. Donc, ça explique déjà un petit peu leur réticence à voter Trump. Et au-delà de ça, justement, pour nous, Français ou Européens, Trump divise. Pour les Américains, ça a été plutôt bénéfique, puisque même s'il a fait un protectionnisme, ça a quand même, en tout cas d'après les nombreux reportages que j'ai vus, ça a permis quand même de redresser, de protéger un petit peu ces entreprises. Et il a quand même été le seul à... un petit peu ne pas se laisser faire par la Chine, si je le dis d'une manière très familière, alors qu'en Europe, on a tendance un petit peu s'abaisser à la Chine. Alors, je suis pas là pour critiquer la Chine ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en tout cas, je trouve qu'il a complètement abattu l'idée du politiquement correct, même si je ne soutiens absolument pas la manière dont il se comporte avec les journalistes. Je pense qu'il y a toujours des manières autres d'argumenter et d'avoir une discussion totalement constructive. De toute façon, même sans être pro-Trump, force est de constater qu'il représente une partie de l'Amérique et il représente un des besoins de l'Amérique qui a, même s'il a failli déclencher 5 guerres pendant son mandat, on est obligé de constater que c'est vrai qu'il a réussi qu'il a en tout cas essayé de représenter cette Amérique qui veut un peu retrouver un peu son manifeste destinée, son indépendance, ses valeurs américaines, etc. Ouais. Clairement, il y a deux Amériques, quoi. Il y a une Amérique qui est plutôt dans le camp de Trump, et il y a une Amérique qui est plutôt démocrate et qui est plus, on va dire, dans le camp Biden. Et j'ai l'impression quand même que ces deux Amériques sont un peu irréconciliables. Je pense que c'est un peu compliqué de trouver, on va dire, un point d'accord entre les deux. Ça, c'est un vrai problème. Il y a pas mal de politologues spécialisés qui vraiment parlent d'une scission entre deux Amériques, une scission complète et absolument inarrangeable. Ouais.
PS. Un jour après cet enregistrement, nous apprenons la victoire de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. Jusqu'au bout, cette saga américaine nous aura tenus en haleine. La Pennsylvanie, suivie du Nevada, viennent de basculer du côté démocrate, alors qu'au début, du moins la Pennsylvanie, était à majorité républicaine. Désormais, il s'agit de voir comment Donald Trump va quitter la Maison-Blanche. Et surtout, l'avenir pour ce nouveau président. Encore bravo à vous et bonne chance. Inès nous a donc parlé des élections américaines dans l'aspect politique spectacle. Le spectacle, c'est aussi l'univers cinématographique. Tout le monde connaît et a forcément déjà entendu parler du cinéma hollywoodien. Cependant, dans cette période de crise sanitaire, n'oublions pas que le cinéma existe et qu'il faut le soutenir. C'est dans le but de soutenir le cinéma français et le cinéma en général que Clara va nous faire une chronique de présentation de films. J'ai eu l'idée de cette chronique quand je pensais qu'il serait impossible de se voir imposer un deuxième confinement. Parce que j'avais dans l'idée de vous redonner envie d'aller au cinéma. Mais voilà, la décision est tombée et il n'est plus du tout question de se rendre dans nos salles obscures. J'ai donc repris ma chronique pour l'adapter à notre situation. Je vais vous parler de films que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir au cinéma, mais si jamais vous voulez faire fonctionner votre service de vidéo à la demande et soutenir ces films, si bien sûr ils sortent dans le prochain mois, surtout n'hésitez pas. Comment commencer ? À la Rousseau, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Sauf que mon entreprise à moi a de multiples exemples et qu'il sera facile de m'imiter. Mais voilà, je forme l'entreprise aujourd'hui de vous redonner envie d'aller au cinéma, et pas n'importe quel cinéma. Je fais aujourd'hui la promotion des films non hollywoodiens. Parce que oui, depuis le déconfinement, vous avez essayé de reprendre un petit train de vie, des vacances, des verres en terrasse, des soirées avec ou sans masque, mais très peu d'entre vous ont osé reprendre le chemin des salles obscures. Parce que oui, Tenet était un bon blockbuster américain qui nous a fait espérer une reprise sans nom, mais il semble que ce n'était en fait qu'un simple sursaut d'un secteur qui attend sa fin proche. Parce que oui, je fais partie de ces gens qui n'ont pas forcément apprécié Tenet. Peut-être par vexation de n'avoir pas compris l'entreprise, elle, sûrement non imitable, de Christopher Nolan, ou parce que certaines scènes méritaient peut-être un beau silence plutôt qu'une musique de fond qui ne cesse jamais. Et surtout parce que oui, il y a un point positif à ce que tous les films américains soient reportés et annulés. Cet avantage, c'est de découvrir la finesse des films non hollywoodiens. Depuis la rentrée, je suis devenue cette nouvelle passagère d'un train qui s'arrête en terre de films français. J'ai décidé d'embarquer pour un voyage vers les films de la section du Festival de Cannes. J'ai embarqué pour écouter Camélia Jordana nous conter un Woody Allen à la française, bien plus alambiqué et rebondissant que ce que peuvent parfois nous offrir nos amis outre-Atlantique. Emmanuel Mouret a su, dans les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, maîtriser l'élégance à la française et les histoires d'amour sans fin qui ont fait couler tant d'encre et donné du fil à retordre à beaucoup de nos chers compatriotes. Alambiqué, mais toujours avec autant de finesse, ou peut-être pas tant quand on apprend à connaître le héros principal incarné par Benjamin Laverne de la Comédie Française. Je pars écouter Le Discours de Laurent Tirard. Si on pourrait d'abord trouver dérangeant un héros qui s'adresse à nous face caméra, et trouver des scènes des plus loufoques qui arrivent juste au bon moment dans le film, on se laisse vite séduire par ce huis clos comique. Toujours dans la sélection du Festival de Cannes, je m'arrête maintenant à Lyon ou plus particulièrement à la prison de Villefranche, où des hommes au destin déchu s'emploient à mettre en scène une pièce de théâtre de Samuel Beckett. J'en avais déjà parlé. Un triomphe d'Emmanuel Courcol, c'est offrir un juste milieu entre fou rire et réflexion plus poussée sur la condition des hommes emprisonnés qui attendent de leur sortie, et en l'occurrence ici, qui attendent de Godot. Une narration brillante inspirée de l'histoire vraie d'une troupe de délinquants qui se mettent au théâtre, et qui offre une fin triomphante avec un camérade touchant. Mais mon voyage se poursuit encore plus loin pour s'arrêter en Arabie Saoudite, avec The Perfect Candidate, de Haïfa Al-Mansour. Parce que oui, les pépites du cinéma non hollywoodien se trouvent aussi dans les films de nos voisins d'Orient. Je découvre là la culture d'un pays dont je ne connaissais pas grand-chose à part ce que mon prof de géopolitique a bien voulu me dire. Un film grandiose sur une femme médecin qui décide de se lancer en politique et qui rencontre plus d'un problème durant sa campagne, notamment, comme on s'en doute, contre ses adversaires masculins et pour convaincre la gente féminine. Le tout a lieu sur un fond de musique arabe, de coutumes familiales et de combats féministes,
Un trésor quand on pense que le cinéma n'est autorisé en Arabie Saoudite que depuis 2018. Alors voilà, je me suis laissé prendre au jeu et je vous propose de vous laisser prendre vous aussi au jeu. Il en existe plein d'autres, européens, japonais, chinois. Et si cela vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter le podcast Claque, qui saura encore mieux vous renseigner sur le sujet. Allez donc découvrir les petites pépites des films non hollywoodiens, et dès que les salles obscures ouvrent à nouveau leurs portes, courez-y. 007, lui, ne devrait pointer le bout de son nez qu'en avril seulement. Et bien entendu, pour finir, Christopher Nolan, je ne te renie pas pour autant, parce que Inception fait encore et toujours vibrer mon cœur. Alors là, les gars, juste avant qu'on passe à la suite, je pense qu'on va se battre parce que Clara a osé dire qu'elle n'aimait pas Tenet. Ah oui, Et que j'ai vu la réaction d'Inès. Et que je me suis dit, il faudrait au moins qu'on donne 5 minutes à ce moment. J'étais pas bien là. Oui, non mais... J'ai vu le choc d'Inès, c'était magnifique. C'était énorme. Ouais. La décomposition était présente. Non, mais tu as raison, il faut pas avoir non plus tout le temps les mêmes avis. Et c'est justement de ça dont on va débattre. En tout cas, c'était super sympa, du coup, ta présentation, et t'oublieras pas de repréciser les différents titres des films que tu nous as proposés. Il me semble qu'il y a les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le discours, un triomphe et The Perfect Candidate. Et Tenet, bien sûr, évidemment. Voilà, je vous ai donné les noms des films. Bon récap. Voilà. Et il faut pas oublier No Time to Die. Ah, il a bien écouté la chronique. Non, c'est surtout que je le savais avant, mais on va dire que oui, j'ai bien écouté. Oui, voilà, on va dire ça. Ouais. Mais alors Inès, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de Tenet ? Je veux bien que tu répondisses Justement, dessus. en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Tenet, déjà, les effets spéciaux, qui sont juste génialissimes. Et puis, en fait, j'aime beaucoup la personnalité de Nolan. Alors, certains, justement, sont un peu divisés là-dessus. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une réflexion vraiment sur le temps, en fait. Moi, je l'ai interprété comme étant... Eh bien, est-ce que si on revenait en arrière, est-ce que ça changerait quelque chose ? Est-ce que justement revenir en arrière est possible ? La réponse est non. Mais si on avait la possibilité de le faire, est-ce que ça changerait vraiment le cours de notre vie ? Enfin, la thématique était très intéressante, mais pour autant mon cerveau il a quand même eu du mal à suivre. Il y a eu des moments j'étais... Pardon, attends. Comme moi. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans un film, j'aime bien quand il y a une action, voilà, et que ça va de A à Z et autres. Mais j'aime bien aussi quand il y a un petit peu cette... comment dire ? Cette ouverture, voilà. À réfléchir, à méditer. Ouais, alors... Et je pense que Nolan, justement, c'est très volontaire. Et puis, de toute façon, tout ce qui est un peu rêve, dioptique, c'est sa signature, c'est du pur Nolan. Oui, tout à fait. Mais alors, autant je suis d'accord sur un effet visuel, le film est magistral. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on en prend plein la vue. Voilà, comme je l'ai dit, vraiment, il y a des moments, trop de musique. Parce que vraiment, ça enlève cet effet magistral à la scène que tu viens de voir. Et qui parfois, vraiment, le silence, ça aurait suffi et c'était simple. Et aussi, on peut dire que j'étais vraiment hyper convaincue par Robert Pattinson. Alors, il faut savoir, moi, j'ai détesté Twilight toute ma vie. Et que je crois que j'ai vu que 10 minutes du premier film. Donc, j'avais pas une grande estime pour Robert Pattinson. Et là, il m'a vraiment convaincue. Donc, ça, c'était hyper bien. Après, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Et bon, voilà, vous irez voir le film. Et je trouve qu'il y a un rapport à l'argent et avec le temps qui va pas ensemble dans Nolan. Parfois je trouve que c'est pas logique, mais il faudrait que j'aille revoir au moins 5 fois ce film et peut-être que là il arrivera à me convaincre. Je pense que justement parfois il faut se refaire le film peut-être 2-3 fois, enfin après ça dépend de chacun, pour peut-être comprendre certains passages. Je pense que une fois c'est pas suffisant, il y a toujours Oui, je suis d'accord. Mais déjà, de manière générale, est-ce que je suis la seule ici à adorer revoir des films ? Parce que j'ai l'impression que dans mon entourage, il y a plein de gens, ils regardent un film une fois et c'est bon. Tu sais, c'est affaire classée. Alors que moi, je peux m'essuyer des films 5-6 fois sans problème. Non, tu n'es pas la Moi, seule. c'est classique ou ça dépend du film en vrai. J'adore. C'est mon petit plaisir. Vraiment, non, si c'est un film que j'ai adoré, ouais, je voudrais bien le revoir. Mais si c'est un film où tu vois, où j'étais...
voilà, enfin que j'ai bien aimé mais sans plus. C'est En vrai, sûr. le revoir, C'est je serais sûr. pas trop chaud, tu vois. Moi, j'aime bien le revoir avec des nouvelles personnes pour apprécier leurs réactions. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très bien, ça, c'est très sympa. Ça, c'est bien, ça aussi. Et donc, pour revenir sur le cinéma français et aussi Orient et tout, je trouve qu'on est dans une poésie, donc il n'y avait pas forcément chez Tenet, mais ça, c'est normal parce que c'était du Tenet. Pas autant comme Inception. Enfin voilà, j'étais aussi déçue par le fait que j'avais trop d'attentes par rapport à Inception, peut-être. Et voilà, et donc dans les films français, il y en a vraiment depuis quelques années des bons films avec une certaine poésie. Par exemple Le Brio ou des films comme ça qui sont à apprécier. Et avant, on avait plutôt des films un peu de tarte à la crème, peut-être. Et maintenant, on arrive à faire du bon cinéma français. Enfin, ça sera pas moi, hein, c'est les autres réalisateurs. Mais voilà, donc allez-y. Et le cinéma d'Orient, mais même espagnol et tout, ils font des choses vraiment bonnes en ce moment. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique. Alors là, je suis actuellement dans ma chambre et je parle toute seule à mon dictaphone. Donc c'est vraiment bizarre de ne pas être avec l'équipe pour l'enregistrement de cet épisode. Mais bon, on fait avec. Alors on est parti sur 2 thèmes principaux aujourd'hui, c'est Halloween et les présidentielles américaines. Alors j'ai choisi le premier thème, bien que les deux soient finalement extrêmement liés, parce que oui, un second mandat de Trump me terrorisait un peu plus chaque jour. Alors je vais profiter de cette chronique pour vous exposer tout ce dont j'ai peur à différentes échelles. Alors premièrement, ce qui me fait peur, parce que je me dis mais dans quel monde vit-on en 2020 ? C'est d'entendre qu'un certain Darmanin se dit choqué par les rayons communautaires des supermarchés. Ben moi ce qui me choque, c'est qu'il soit ministre de l'Intérieur et pourtant accusé de viol et de harcèlement. Prétendre que l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat et nommer un ministre de l'Intérieur accusé d'actes impardonnables et non cautionnables. Si quelqu'un a une explication rationnelle à m'apporter, ben faites-moi signe. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on soit de nouveau confinés chez nous pour 4 semaines minimum. On nous dit à longueur de journée que nous, les jeunes, on est en train de vivre nos plus belles années, mais on nous dit aussi qu'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Comme l'impression que notre jeunesse nous file entre les doigts, que nos projets s'effondrent en un claquement de doigts. Bon, je viens de dire 2 fois le mot doigt, je viens de m'en rendre compte. Désolée pour cette répétition très lourde. Bref, malheureusement, se plaindre ne fait pas avancer la situation. Quitte à être coincé chez nous, profitons de ce temps pour faire mûrir de nouvelles idées. Julia, notre présidente, peut vous en parler durant des heures. Penser, réfléchir, construire, entreprendre, réaliser. Une fois déconfiné, l'heure sera à la prise de risque, à l'entrepreneuriat, à la vie finalement. Moi je vais m'arrêter là parce que qui suis-je pour formuler des propos pareils ? J'ai trop peur aussi qu'on me demande quelles études je fais. J'ai peur parce que quand je dis Histoire Sciences Po, on me répond « Oh, c'est dingue, t'as réussi le concours et du coup, ça te plaît Sciences Po Paris ?» Et me voilà, une fois de plus, obligée de me justifier. « Ah mais non, je suis en licence de sciences politiques, pas du tout à Sciences Po. » Bref, si on pouvait arrêter ce genre de confusion, ça m'arrangerait parce que le concours m'a assez déstabilisée et traumatisée il y a 2 ans. Pour terminer, du coup, la chose dont j'ai le plus peur, et pas des moindres, c'est de prendre la parole pour participer à ce podcast. Parce que purée, mais qu'est-ce que c'est compliqué d'aligner 3 mots quand l'équipe me regarde, m'écoute. Bon, certes, là on est en distanciel, alors que je suis même pas capable d'aller commander un coca au Crous sans devenir aussi rouge que le pull que je porte actuellement. Bon, là non plus, vous me voyez pas. Mais vous avez saisi l'idée, je pense. Heureusement, je suis entourée d'une équipe bienveillante et très sympa à qui je laisse maintenant la parole parce que c'est bon, on m'a assez entendu. Au cinéma, les films d'horreur ont également du succès. Qui dit film d'horreur dit peur, terreur, sensation forte. Ces films sont souvent à la mode durant la période d'Halloween. Tout le monde s'est déjà déguisé et a toqué aux portes des voisins pour prendre des bonbons. C'est une fête qui se distingue des autres. Revenons quelques jours en arrière et mettons-nous dans l'esprit d'Halloween pour écouter la chronique de Chloé. Merci Mathieu. Alors oui, moi je vais vous parler d'Halloween. Alors je vous l'accorde, c'est pas très original comme sujet, c'est du vu, déjà vu, déjà vu. Mais bon, vu le contexte actuel, j'ai l'impression que finalement c'est bien de rester dans une sorte de discussion sur l'angoisse, sur le stress, sur la tension, tout ça. Et donc moi je voulais vous parler d'Halloween, voilà, d'une manière un peu différente, en se concentrant justement sur l'impact qu'il peut avoir encore aujourd'hui, par exemple en France,
quelle est la réalité économique de cette fête, etc. Mais d'abord, pour bien comprendre ce qu'est Halloween, il faut remonter bien en arrière et voir d'où vient Halloween. Alors, je vous laisse deviner, hein, les personnes autour de la table, d'où vient Halloween, selon vous? D'Irlande. Mais moi aussi, je dirais. Moi aussi, j'aurais dit ça. Eh oui. Eh ben oui, eh bien, c'est une excellente réponse, parce que tout le monde me dit que Halloween, ça vient des États-Unis, et je n'en peux plus d'entendre cette phrase. Halloween ne vient pas des États-Unis. Alors, je ne serai pas aussi radicale, j'avoue que là, j'ai un peu cédé à l'énervement, mais donc pour revenir au début, au grand commencement, oui, Halloween, ça vient d'Irlande, et ça vient... c'est une fête d'origine celte qui puise ses inspirations dans certaines fêtes païennes. Bon, on y voit des inspirations, mais de là à dire que c'est la même fête, on va pas s'énerver. Il y a le christianisme qui est passé entre-temps, et on sait tous bien qu'il ne laissait pas une énorme place aux fêtes païennes. Hein, on sait pourquoi. Et donc cette fête s'est importée aux États-Unis au XIXe siècle et est revenue depuis les États-Unis, d'où la confusion, en France et en Europe. Mais donc c'est bien un retour finalement, et non pas seulement une arrivée. Ces retours, il a eu lieu dans les années 90, et bon, en hexagone, finalement, on a eu les mêmes réactions à l'époque qu'on a encore aujourd'hui, au sujet justement de ce genre de fête, notamment, tu vois, cette espèce de pactage de fêtes, finalement, qui sont à côté des fêtes catholiques et des fêtes républicaines, c'est-à-dire... Halloween, la Saint-Valentin et j'en passe. Notre cœur balance entre deux réactions. D'un côté, l'enthousiasme pour une grande partie des fêtards qui voient ici une autre occasion finalement de passer une bonne soirée entre copains. Hein, et puis on va pas se mentir, mais les bonbons c'est pour les enfants, mais c'est aussi un peu pour les adultes. Hein, je vous vois. Et puis d'un autre côté, il y a toute une partie de notre cœur français finalement qui se dit... que ce n'est que le cheval de Troie de la sous-culture américaine. Et là, je cite Pascal Lardelier dans Nos modes, nos mythes, nos rites, qui approfondit justement cette question d'Halloween et vient nous donner plein d'anecdotes un peu croustillantes justement sur cette fête, et notamment cette anecdote qui m'a fait un peu ricaner. Hein. Le saviez-vous que face à l'émergence d'Halloween, et justement à l'aspect commercial d'Halloween, à la fin du XXe siècle, l'Église catholique a brièvement tenté de créer une contre-soirée avec Hollywood. Holly, pas Hollywood le cinéma, hein, désolé Clara, tu vas me décevoir, mais bien Hollywood, qui vient de l'anglicisation du mot saint. Vous saviez pas, hein? Non. Imaginez ma surprise. Absolument pas. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert ça. J'ai lâché un petit ah devant mon ordinateur. Alors, au-delà de tout cet aspect, historique, d'héritage, finalement, de l'Irlande puis des États-Unis, on a aussi tout un aspect assez philosophique, puisque finalement, on reproduit les mêmes thématiques que pendant le carnaval. C'est donc pas une fête qui est complètement étrangère à la culture européenne, à la culture en tout cas plutôt latine, je dirais, dont on découle partiellement notre culture française. Ça rappelle beaucoup le carnaval avec cette inversion des rôles, ce moment où justement on invite les enfants à sortir dehors et à quémander, limite nous menacer de leur donner des bonbons, sale gosse. C'est aussi une remise en scène de la mort, etc. La veille de la Toussaint, qui n'est pas la fête des morts, mais la fête des saints. Merci, c'est le 2 novembre, la fête des morts. Donc c'est une manière aussi de célébrer toute une angoisse, toute une atmosphère un peu de flip, de peur, qu'on entretient finalement depuis la modernisation et la fin du XXe siècle, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la société aime de plus en plus se faire peur. Alors on a une explosion des films d'horreur, une explosion des parcs d'attractions à thème, justement, des maisons hantées, etc., des attractions qui font frissonner les cœurs. Alors finalement, moi la question que je vais vous poser ce soir, c'est: est-ce que vous suivez la tradition d'Halloween, ou est-ce que vous détestez ça,
ou est-ce que vous aimez vous faire peur de manière générale? Est-ce que, par exemple, Clara, qui aime les films, tu regardes des films d'horreur de manière régulière, ou est-ce que tu détestes ça? Voilà. Et je vous laisse répondre. Alors, je déteste les films d'horreur. Yes, moi aussi. Moi aussi. Voilà. Tout simplement parce que, je flippe, tout simplement. Donc, si tu regardes un film d'horreur, je ne te fais pas dormir. Je te demande de regarder partout si je vais pouvoir dormir. Après, sur la tradition d'Halloween, je l'ai fait beaucoup quand j'étais petite parce qu'en général, j'avais la chance de me trouver en Angleterre. Ah oui. Au moment d'Halloween, pendant les fêtes de la Toussaint, enfin les vacances de la Toussaint. Et donc on faisait Halloween, je découpais ma citrouille, voilà, on se déguisait et c'était vraiment hyper cool. Et en fait, moi j'avais mélangé deux fêtes entre Halloween et une autre fête en Angleterre qui s'appelle Bonfire Night. Et j'étais persuadée dans mon souvenir de petite fille que c'était le même soir. Donc pour moi on faisait la citrouille et après on se déguisait et ensuite on allait lancer des feux d'artifice. Parce que, en fait, Bonfire Night, c'est une fête qui a lieu le 5 novembre. Donc, en fait, j'avais juste décalé de 5 jours. Hein. Oui, ça va. Pour moi, ça se passait toute la même soirée. Le 5 novembre, en Angleterre, c'est la fête des feux d'artifice qui en rappelle d'un catholique qui a essayé de faire sauter le Parlement, je sais plus exactement quelle année. Guy Fawkes. Voilà, exactement. Et depuis, à la place de faire sauter le Parlement, il a fait des feux d'artifice, et depuis, voilà, c'est la fête des feux d'artifice le 5 novembre, et donc moi j'avais associé Halloween avec les feux d'artifice, donc voilà, je fais une diversion là-dessus, mais petite j'ai beaucoup apprécié, alors que maintenant vraiment j'oublie qu'on est le 31 octobre en général, et c'est que quand je vois des enfants dans la rue déguisés, je me dis ah mais oui. Mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Ah oui. Exactement. Voilà. Et moi, c'est comme toi, Clara, j'aime pas du tout les films d'horreur. D'ailleurs, une partie de ma famille peut très bien constater de ce qu'était ma réaction face au film Alien, etc. Hein, je vous passerai les détails, mais j'étais pas fraîche. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec les films d'horreur, mais enfin, n'hésitez pas à nous dire justement si vous regardez beaucoup de films d'horreur, etc. Et moi, pareil, en fait, j'avais tendance à assimiler Halloween avec une autre fête, puisque le lendemain, c'est mon anniversaire. Et donc, je fêtais jamais Halloween quand j'étais petite. Et dans ma tête, Halloween, c'est juste tu bouffes des bonbons parce que c'est l'anniversaire de Chloé, en fait. Alors, j'avais bien compris que les autres ne bouffaient pas des bonbons pour mon anniversaire, mais pour moi, c'était juste une excuse, en fait. Tu invites des gens pour ton anniversaire et c'est juste l'excuse un peu pour bouffer des bonbons depuis le 31 au soir. Et après, j'ai pu plus tardivement, je suis rentrée dans une autre famille dans laquelle j'ai célébré Halloween activement tous les 31 et franchement, c'était super cool, mais au départ, initialement, je fêtais pas du tout une Halloween quand j'étais petite, donc je suis assez étonnée. Enfin, j'ai un peu redécouvert ça quand j'avais 9-10 ans. Je connaissais pratiquement pas du tout Halloween avant, quoi. Du coup, moi non plus, j'aime pas les films d'horreur. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que c'est pas la réalité. On sait que c'est de la fiction. Mais moi, ma question, c'est pourquoi en fait pourquoi regarder des films d'horreur? À quoi ça sert d'avoir peur? Alors certains disent ouais, c'est pour l'adrénaline, tu te rends pas compte, mais c'est super marrant. D'autres vraiment disent ah bah non, j'aime bien. Enfin, vous aimez avoir peur ou enfin c'est comment? Bah, moi je sais que j'ai mis à regarder les films d'horreur. En tout cas, je me souviens il y a 2-3 ans d'être allé au cinéma avec des potes. On est allé voir Ça, le film Ça. Et moi j'avais adoré ce film. Et parce qu'en fait, pour répondre un peu à ta question aussi, Inès, c'est qu'en fait je suis totalement d'accord avec le fait qu'il y a de l'adrénaline. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'as peur, je sais pas, t'as un truc dans ton corps, je sais pas, ça te fait. T'as pas peur, mais je sais pas, t'es content. Tu vois, t'as peur, mais tu rigoles après, en fait, c'était ça. Moi, avec mes potes, je me souviens, on avait peur, donc tu vois, on flippait vraiment. Mais à chaque fois qu'on avait peur, on se marrait juste derrière. Parce que, je sais pas, on savait que c'était faux, tout ça. Mais j'avoue qu'après, quand je suis rentré chez moi juste après, j'étais pas très très serein, tu vois. Juste après avoir vu ça, tu vois, t'es plus trop dans un bon mood. Mais je pense que vraiment, ceux qui aiment bien, je veux pas me prononcer dans tout le monde, mais ceux qui aiment bien les films d'horreur, je pense qu'il y a ce petit côté adrénaline quand tu vois le film. Tu prends pas trop au sérieux, tu rentres bien dans le film,
mais on va dire t'arrives à quand même sortir un peu du truc pour dire bah c'est pas vrai, mais t'es bien dans le truc pour quand même te dire, pour flipper du truc et rigoler derrière, tu vois. Alors mon frère, lui, c'est un grand adepte des films d'horreur. Et je sais que lui, au contraire, il se marre à chaque fois. Parce qu'il dit quand même que t'as une certaine attente et tu sais qu'à un moment ça va tomber. Et quand ça tombe, bah, lui, il a tendance plutôt à... Enfin, le moment un peu crucial et tout, il va se marrer. Ça va être sa réaction, j'imagine, post-stress ou je sais pas trop. Et il aime beaucoup cette ambiance qu'il peut avoir. Mais aussi quand tu regardes artistiquement, pour des réalisateurs ou des producteurs, pouvoir produire ce type de film peut faire peur, ça doit être aussi hyper intéressant. Et même pour des acteurs, pouvoir clairement. Se mettre dans la peau de personnes qui vont mourir, ou des choses comme ça. Et ça régale. Ce qui est génial en plus que je trouve dans les films d'horreur, c'est que tu sais qu'à un moment ils vont te faire peur, mais tu sais jamais à quel moment pile où ça va tomber. Et c'est ça aussi qui est impressionnant et qui donne ce côté d'adrénaline, c'est-à-dire que t'attends le truc, t'attends le moment, tu sais qu'il va tomber mais tu sais pas. Et au moment où il tombe, en fait, t'as peur parce que tu t'y attendais pas alors que tu le savais. Et c'est à ce moment-là que tu vois, tu rigoles parce que c'est quand même un peu drôle. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, je déteste ce côté adrénaline. J'ai besoin, de parler. Genre, dans les films d'horreur, je suis toujours la meuf grave chiante qui est en mode « Et voilà, et pourquoi il fait ça, lui? Mais il est complètement con, mais il voit pas que c'est dangereux. » Tu vois, je suis toujours cette fille-là au fond de la vaisselle. Inès, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'est même pire, c'est juste, je suis tendue, je commence à pleurer, je me cache derrière un oreiller, enfin bref, c'est juste l'horreur. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des films, on parle justement de l'industrie de la peur, enfin comme tu disais, il y a les parcs d'attractions et tout. Est-ce que pour autant, en n'aimant pas un film, est-ce que vous aimez aller faire des trains fantômes? Est-ce que vous aimez aller donc, dans des parcs d'attractions? Ah mais totalement. Totalement. Mais est-ce que vous avez déjà fait le manoir de Paris? Alors non, moi j'ai fait le manoir de Londres. Ah, j'ai fait le manoir de Paris il y a bien des années maintenant avec des amis et j'ai kiffé quoi. Moi j'adore ça, les montagnes russes, les trucs qui font de l'adrénaline. C'est juste les films d'horreur, ça passe pas. Parce que genre moi je ne supporte même pas le train fantôme. Mais vraiment pas. Ah non mais moi je suis une grosse flippette. Ah ouais? Je suis allée au manoir de Londres. J'avais qu'une envie, c'est de sortir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Genre vraiment... Mais la moindre chose, genre un moment t'as juste ma mère qui me touchait, ça va, j'ai tremblé, genre non, moi je peux pas, je suis mais hyper sensible à ça. Mais pourtant dans les manoirs comme ça, le manoir de Paris ou le manoir de Londres, moi je trouve que ce qui est intéressant c'est toute la mise en scène presque théâtrale avec les acteurs qui... Enfin en tout cas quand je suis allée au manoir de Paris c'était super, ça... T'avais cette ambiance de peur dans certaines salles, tu sais, parce que c'est le côté, tu passes d'une salle à une autre. Et donc, il y a certaines salles où t'avais cette peur qui reproduit très bien, finalement, les films d'horreur, où tu sais que t'es poursuivi par un gars. Il y a une salle comme ça qu'il y avait dans une partie du manoir de Paris, où, en gros, tu te faisais poursuivre par un mec avec une tronçonneuse, dans des couloirs qui reproduisaient un asile avec du sang partout et tout. Et j'étais avec mes potes de l'époque, on courait comme ça. Et donc, il y a des moments comme ça qui sont qui reproduisent beaucoup l'univers du film d'horreur, mais paradoxalement, il y a d'autres moments qui reproduisent beaucoup plus cet aspect, l'ambiance un peu creepy et parfois un peu fantastique. Tu sais, par exemple, tu vas parler avec un vieux conte de l'époque de Louis XIV qui te fait faire une valse, ou je sais pas, tu vas parler avec quelqu'un, avec le barbier de ses... Enfin, tu vois, tu parles avec des... Enfin, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Oui, Mathieu? Ah oui, j'avais une question du coup pour toi, Inès. Donc tu dis que t'aimes pas non plus les manoirs, tout ça, mais je me demandais aussi pour les attractions à sensations fortes, comme par exemple, je sais pas, Osiris au parc d'Astérix. Est-ce que t'arrives à les faire quand même, ou tu pourrais pas parce que, je sais pas, parce que tu arriverais pas, t'aurais trop peur? Alors déjà, désolée, mais unpopular opinion, je ne suis jamais allée au parc Astérix. Aïe, pas ça. Oui, je vais me faire lyncher par nos auditeurs, sûrement, très sûrement. Je n'y suis jamais allée. Pour les attractions, alors je me souviens la dernière fois que je suis allée à Disneyland, j'ai pas apprécié beaucoup. La seule attraction que j'ai appréciée, non mais ni plus ni moins, c'était Buzz l'éclair. Voilà quoi. Arrête, elle est bien cette attraction. Hein. Je me souviens quand j'avais fait, j'avais bien aimé. Hein. Bon, j'étais un peu plus petit, mais enfin, ouais, mais pour dire, au moins il y a un truc stylé dans cette attraction, je trouve.
C'est pas... Ah oui, moi je trouve qu'on tire dans du vide et que ça marche pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais faut le faire à deux, Buzz l'éclair, faut le faire à Mais deux. oui. Moi, je l'ai fait avec une pote et on s'empêchait l'une l'autre de tirer, tu sais, en bougeant la, Ah oui, la ouais, cabine. Genre, dès que la personne visait, t'étais là et bam, tu pousses. Et là, J'ai c'était fait ça génial. aussi, mais je suis génial. persuadée encore d'avoir gagné. Et juste, il s'arrêtait pas bien. Je dis, il devait y avoir un problème de laser. Bien sûr, Clara, bien sûr, bien Mais sûr. du coup, pour répondre à ta question, maintenant, en fait, je suis dans un mood où j'ai bien envie de retourner à Disneyland pour tester justement une attraction à sensation forte. Alors attention, si c'est, tu sais, où on me soulève hyper haut et que d'un coup je redescends, mon cœur il va lâcher, très clairement. Mais moi, je suis dans un mood où j'aimerais quand même tester. Je me dis, bon, pourquoi pas, quoi. Quitte à tester, au moins je l'aurais fait. Je t'aimerais tellement te voir dans une attraction déjà que t'as la voix qui porte de manière générale quand tu Ah cries. oui, ça c'est vrai. Mais de voir crier Ah non, sur un mais- Osiris ou sur un je sais pas, un Ah goût non, du mais risque, là, et de là en mode ça j'adorerais. Il faudrait juste attendre un peu parce que t'es dans Oui, le mood, du coup, mais le c'est pas contexte mood ne s'y de prête la- C'est comme le cinéma, hein. Tu nous fais une chronique sur le cinéma, mais en fait on peut pas sortir. Donc, C'est la vidéo voilà, de vente, ça va être donc c'est ça. bien beau, mais voilà quoi. D'ailleurs, il y a plein de films cette année qui sont sortis, La Belle Époque, Hors Normes, Les Misérables, enfin voilà, il faut y aller. En vidéo à la demande, on peut faire fonctionner. Depuis le temps que j'attends James Bond, parce que je suis une fan de Daniel Craig, Ouais. et Bah, voilà, tu peux te je vais retaper encore tous les attendre. James Bond, hein. T'as une belle marge, hein, tu sais là. Oui, en plus, il faut hommage à Sean Connery. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que Voilà. j'ai fait, ouais. Ouais. Bon bah Mathieu, je te laisse conclure. Malgré que cette année, Halloween était un peu particulier à cause du Covid-19, Chloé nous a fait vivre cette fête comme si c'était une année normale, en nous expliquant les origines de la fête, sa commercialisation et de la différence d'approche entre les États-Unis et la France. Merci à tous d'avoir écouté ce premier long format. Nous espérons qu'il vous a plu. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui des élections américaines et d'Halloween. Nous reviendrons très vite avec le prochain épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur cette émission et des sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde. Un grand merci à Marin pour la musique. Bonne soirée et à bientôt.